Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Les Traîtres, saison 4, épisode 1. Épisode 1 qui était en deux parties, mais avant il les considérait comme épisode 1, épisode 2, etc. Mais là c'est bien donc l'épisode 1 que vous aurez en review ici sur la chaîne en entier. On va en parler, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, bon évidemment j'adore ce programme, donc je suis pas objectif, c'est un programme que je trouve exceptionnel. Mais la question qui a été un peu, c'est est-ce qu'il va pas y avoir une lassitude, puisque le programme revient quand même régulièrement maintenant, et donc voilà, bon, je vais le dire tout de suite, moi j'ai passé un très bon moment hier soir, excellent. Et je me suis régalé, et je trouve que le programme est de très bonne qualité, comme d'habitude. Maintenant on va parler du casting, on va parler de ce qui s'est passé, on va parler des actions, on va parler du rythme, on va parler de plein de choses. Voilà. Je peux avoir des petits détails à dire, mais globalement, j'ai passé un excellent moment, ne l'oubliez pas, c'est pas parce que je fais des remarques que j'ai pas passé un excellent moment. Alors parlons quand même des audiences très rapidement, parce que Les Traîtres a été, pendant ces dernières années, un programme d'été, ou un programme, même moi j'imaginais, je l'ai dit dans la vidéo de lancement de saison, je disais ça pourrait même être un, comment dire, un truc de Noël, ou des choses comme ça, il pourrait y avoir des thématiques. Là, il le lance en plein milieu de l'année, à un endroit d'ailleurs où je l'avais dit aussi dans la review, c'est pareil, il y a quand même un peu embouteillage sur les programmes puisqu'il y a Koh Lanta, Pékin Express, Top Chef, etc. Et toutes les marques sont de retour, les The Voice, les Danses avec les stars. Donc en gros là, il y a toutes les marques qui sont de sortie. Vous pouvez, si vous aimez les formats comme ça, là, les gros formats de télévision, tous les soirs vous pouvez regarder un truc, parce qu'il y en a tous les soirs. Le lundi il y a Mario au premier regard, enfin voilà, en gros, les chaînes là, on sent que c'est leur grosse période, ils ont tout sorti. Est-ce que c'était un bon choix? C'est peut-être là-dessus qu'on peut se dire que Les Traîtres c'était bien, parce que c'était un programme qui s'était mis un peu à part, qui était un peu en dehors de tout ça, qui faisait son événement d'une certaine manière, et là ça fait moins l'événement, parce que mélangé à tout ce qui sort, c'est moins facile d'un coup de popper. Ceci étant, le programme a toujours autant de qualité, et moi j'ai dit, casting, pas casting, je l'ai déjà dit, je le répéterai jamais assez, même avec des anonymes, je regarderai, parce que je trouve que le programme est génial, donc voilà, j'étais curieux, j'étais au rendez-vous évidemment. Si on parle quand même des audiences, très rapidement, juste pour vous dire que ça a fait seulement, entre guillemets, 1,67 million de téléspectateurs pour le premier épisode, et 1,38 million au deuxième épisode, dans la deuxième partie donc, dans cette deuxième partie d'épisode, pardon. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est le plus mauvais démarrage, voilà, c'est pas une catastrophe non plus. Le bouche à oreille m'a pas semblé mauvais sur internet, quand j'ai vu le programme, les gens ont passé quand même un bon moment. Donc je pense pas qu'il y ait une déception, je pense pas que les gens en soient saoulés ou autre, etc. Donc là-dessus, c'est plutôt rassurant pour la chaîne, voilà. Et donc voilà, sur l'article que je lis, ils vous disent que le programme était à 1,9 million auparavant, que dans la saison 2 ils étaient également à 1,9 million, et que la saison 1 était à 2,6 millions de téléspectateurs, donc bien au-dessus. Et donc voilà, c'est vrai que là il y a une petite perte, pas énorme, mais il y a une petite perte, donc on verra, on surveillera ça pour voir si l'épisode de la semaine prochaine fait une meilleure audience ou pas. Bon. Rentrons plus spécifiquement dans la review, comme vous le savez je prends souvent des notes, et voilà, on parlera un petit peu de tout. Alors il faut le dire aussi, ils sont quand même nombreux, donc tout le monde ne sera pas évoqué dans cette vidéo, il y a des gens qui seront évoqués parce qu'on les voit, il y en a qu'on n'a quasiment pas vu, ça veut pas dire qu'on n'en parlera pas, mais on en parlera certainement dans les reviews des épisodes suivants. Alors, au tout départ, il va y avoir vraiment un accent qui va être mis particulièrement sur certaines personnalités. Voilà. Notamment, dès le départ, c'est la famille Tapi, qu'on voit beaucoup, avec la fille et la mère. Elles ont fait, on va dire, la grosse majorité de l'épisode. Ce qui fait que, on peut le dire aussi, elles ont pris quand même un peu la vedette par rapport aux autres personnes de l'épisode. Ils ont eu du mal à exister au montage. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire? Alors quand on sait ce qui suit, c'est-à-dire la dénomination des traîtres, etc., c'est vrai qu'on les voit beaucoup, et que ça peut se justifier, et je pense que ça va pas s'arrêter là, parce que, vu qui sont les traîtres, je pense que, évidemment, on va la voir beaucoup, et on va les voir beaucoup. Ceci étant, est-ce que c'est un vrai problème? Non, c'est un peu pareil. Juju Fitcat et Thibaut InShape, par exemple, on les avait vus beaucoup aussi au départ, sauf que Thibaut InShape part dès le premier épisode, et donc on les avait peu moins vus. On verra s'ils vont un peu plus diversifier dans l'épisode suivant, parce qu'il y en a par exemple, je vous citerai des exemples, mais il y en a certains qu'on a quasiment pas vus. Vraiment, je vous montrerai, il y en a certains, on les a à peine vus, ils ont à peine passé une tête, quoi. Voilà, bon.
L'autre qui va particulièrement se voir, c'est Raquel Garrido, donc l'ancienne politicienne, alors qui va nous sortir quand même. Je suis connu pour mon caractère à l'Assemblée nationale. Alors je suis pas certain que ce soit ça exactement pour laquelle elle soit connue, mais bon, si c'est pour le bordel permanent à l'Assemblée nationale, j'ai envie de te dire que le nombre de députés qui sont connus pour ça, il n'y a pas que vous, madame, hein, si je peux me permettre. C'est pas injurieux, c'est pas insultant, c'est rien tout ça, c'est juste que factuellement, je rappelle que quand même, c'est pour la première fois de notre histoire, à l'Assemblée nationale, ils veulent ouvrir les micros pour que les gens se rendent compte d'à quel point c'est le bordel. C'est dire le bazar. Mais elle est plus députée, donc j'ai envie de dire, plus le problème la concerne pas. Mais elle, il y a un peu cette idée, je l'ai dit sur Twitter aussi, c'est les politiciens, ils savent bien manipuler, ils savent bien orienter le public. C'est pas une critique, tous, ils le font tous, hein, c'est pas une critique contre elle particulièrement. Tout le monde le fait, c'est de la politique, c'est comme ça. On oriente, on amène la personne à penser comme vous, etc., etc. Et donc manœuvrer des gens, c'est leur particularité, c'est vraiment leur force normalement. Donc Raquel, ça peut être une excellente pioche pour être traître dans le programme. Donc on verra si c'est le cas, si elle est choisie. Spoiler, bah, elle n'est pas choisie. Mais je pense que ça aurait été intéressant. On a la qualité... Alors, j'ai pas dit au départ. Éric Antoine, chaque année je le dis. Et je vais le redire ici. Parce que comme ça, plus je le dis, plus c'est vrai. Il a trouvé son programme. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent passer des siècles avant de trouver un programme. Il y a des gens, ils peuvent passer des millénaires avant de trouver un programme qui leur correspond autant. Éric Antoine, t'as l'impression que ce truc, il a été inventé pour lui. Il est complètement dans l'ADN du programme, il est complètement dans l'atmosphère du programme, et je vais même aller plus loin, c'est que pour moi, il est vraiment lié à cette atmosphère du programme. Il est loufoque comme il faut, il est à la fois un peu glaçant, il présente extrêmement bien. Je trouve qu'il a, voilà, il a cette classe, mais en même temps, bah voilà, il est un peu fou. Enfin, c'est quelque chose d'original qu'on voit pas, et donc il va mettre sa patte sur ce programme qui est assez unique. Et ça, c'est très fort parce qu'un animateur comme ça qui marque sa marque de cette manière, comme Denis Brognard dans Koh-Lanta, comme Stéphane Rothenberg dans Pékin Express, etc. C'est des gens, voilà, ils ont marqué le truc, mais alors au fer rouge, que c'est très fort. Et vraiment, il a trouvé, ça se voit qu'il s'éclate. Ça se voit qu'il se régale, quoi. Chaque minute, tu vois, qu'il passe à l'écran, on voit qu'il prend beaucoup de plaisir. Et c'est communicatif, quoi. Donc je ne vais pas le redire, voilà, je vais pas le redire, mais j'aime bien le dire au départ, mais je vais pas le redire toute la saison, à quel point Éric Antoine est génial. Il est génial, voilà. Surtout dans cet exercice. Mais je le disais, donc la qualité de l'animation et la qualité de la production. Le château est magnifique, donc le cadre est très beau, mais alors l'arrivée là avec les personnages avec des visages de corbeaux là, c'était magnifique. Oh, l'atmosphère que ça t'a mis là, oh là 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 là, c'était beau, la qualité de production, magnifique. Mais chaque année, hein, ils nous le font le coup, hein, avec pareil, comme ça, une atmosphère, l'ambiance, on est dedans. Hein. Moi j'étais, mais comme je l'ai dit, je me suis lancé, mais comme je l'ai dit, je sais même, peu importe qu'on connaisse les gens, qu'on connaisse pas les gens, on s'en fout, on se lance, machin, et l'atmosphère, elle m'a attrapé. Je n'ai pas vu passer la soirée. J'ai pas encore repris les reviews de Top Chef. Je sais pas si je vais reprendre, mais si je vais reprendre, je vous préviens, attendez-vous pas du tout à que je vous dise ça sur Top Chef. Hein. Parce que pour ceux qui regardent Top Chef en ce moment, le rythme est catastrophique. Hein. On le sent passer, ça commence à 21h10, ça finit à minuit 20. Oh, et ben, la 4L, elle a du mal à démarrer. Hein. Oh là là, c'est une catastrophe. Enfin bon, c'est pas le problème avec les traîtres, bien au contraire, ça s'enchaîne, c'est d'une fluidité, les séquences, bam, 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 bam. On sait que parfois, ils peuvent avoir des problèmes plus tard. J'ai parlé dans le teasing de la saison sur le fameux corbillard là, qui avait duré une plombe, etc. avec l'enterrement et tout, c'était horrible. Mais il y a d'autres choses, voilà, j'espère qu'ils vont garder... Moi j'aime bien quand ils gardent ce rythme, c'est-à-dire où il se passe plein de trucs et on avance assez vite. J'aime pas quand ils ralentissent trop, je trouve que c'est un handicap pour ce programme. Surtout qu'il se passe pas énormément de trucs, donc il faut le dynamiser ce programme. Et là, c'était parfait hier soir, par exemple, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Alors, on commence avec une épreuve. Il y a en fait les candidats sont séparés en équipes. Et je vais pas citer tous les gens qu'il y a dans chaque équipe parce que ça prendrait trop de temps. Je vais juste vous citer un peu la team machin, voilà, pour donner un, voilà, comme ça ce sera plus simple pour moi. Donc, et surtout ça va, sinon ça alourdit la review parce que si je vous cite tout le monde, on va y passer 8 jours. Donc c'est des duels pour trouver des clés pour avoir accès au coffre-fort. Alors, pardon, pas au coffre-fort, excusez-moi, pour accès à la table en fait. C'est-à-dire que il y aura une des équipes qui n'intégrera pas le jeu. Alors, il était certain qu'ils n'allaient pas éliminer 6 candidats ou 5 candidats d'un coup, je ne sais plus combien il y en avait par équipe, je me disais bien que ça faisait beaucoup, et que donc ils allaient intégrer le jeu après, c'est ce qui va se produire. Donc, il fallait dire si oui ou non,
à l'intérieur du coffre qu'ils ont devant les yeux, est-ce qu'il y a la clé ou pas? L'autre groupe qui vous écoute doit déterminer si vous mentez ou si vous mentez pas. Vous pouvez mentir en disant oui, il y a la clé, mais vous pouvez mentir aussi en disant non, il n'y a pas la clé, parce que ça dépend ce que vous avez devant les yeux. Ce qui rend la tâche extrêmement difficile, surtout si vous êtes dans le mensonge, parce que dans la vérité, c'est moins grave. Mais dans le mensonge, c'est que vous êtes à plusieurs. Et alors, mentir à plusieurs, parce que déjà mentir tout seul déjà, le risque de s'embrouiller est déjà énorme, pour ceux qui connaissent. Mais alors, mentir à plusieurs, ah bah alors, sans s'être concerté évidemment, enfin, sans vraiment s'être concerté, c'est dur. À froid, c'est hyper dur. Et donc je pense que là, se dire je vais mentir a été un choix très difficile. Bon, on va détailler parce qu'il s'est passé un truc assez intéressant. Donc, dans la team, on va l'appeler la team Adil Rami, d'accord, au départ. Ils lancent, ils sont là, ils font est-ce qu'il y a la clé? Et donc, il y avait bien la clé à l'intérieur de la team Adil Rami. Et ce qui va rendre la difficulté, ce qui va rendre le truc très difficile, c'est que, je vous l'ai dit déjà, en plus si vous mentez ou vous mentez pas, c'est compliqué, mais là ils disent la vérité. Ce qui est très dur, c'est qu'ils se mettent à avoir une sorte de fou rire ou à se marrer. Et donc, ça rend la lecture de ce qui se passe très difficile. Parce qu'on se dit, ils sont tellement voilà, en train de plaisanter, en train de machin, que on a du mal, excusez-moi, à les prendre au sérieux. Et donc du mal à analyser ce qu'ils nous disent. Est-ce que vraiment ils sont en train de mentir ou pas, etc. Et donc ça rend la séquence peut-être difficile à appréhender. Bon, au final, la team d'Adil Rami donc, avait bien la clé. La deuxième passage, c'est la team donc, de Francis Huster, qui fait le bon choix et garde la clé. Donc, parce qu'il rejoint Francis Huster l'avis général, lui tout seul avait tort. C'est-à-dire que tous les autres avaient raison, lui avait tort, et finalement, c'est bien l'équipe qui avait raison. Bravo. Et arrive le dernier. Pour moi, c'est le dernier le plus intéressant. Parce que les deux premiers, j'ai pas grand-chose à vous dire. Mais le dernier, c'est la team Tapi. La team Tapi décide de jouer la poker face. De rien donner, démerdez-vous. Bon, ok. Et donc, la clé, elle est dans la boîte de Tapi. Elle est dans la boîte de Tapi, d'accord? Elle y est. Ok. Ils discutent, ils sont là, et il s'avère on le sent, ils n'ont pas l'air tous d'accord. Et donc, ça sous-entendrait potentiellement qu'il peut y avoir un problème. Et en fait, il s'avère que la maman Tapi n'arrivait pas bien à voir le coffre. Et donc, elle voit pas bien. Et donc, en fait, elle ne ment pas vraiment. Elle ment pas vraiment. C'est juste que elle a bien menti, mais elle a menti sans le savoir. Puisque, en fait, elle disait plus ou moins la vérité. Sauf qu'elle voyait pas bien la clé. Ce qui a rendu encore l'exercice encore plus dur. Et donc, c'est compliqué. Parce que là, si en plus, les gens, ils te disent un mensonge, mais en pensant qu'ils ont dit la vérité, alors là, ça rend le truc encore plus difficile à lire. Et donc, c'est très compliqué, très complexe à identifier. Pour le téléspectateur, qu'est-ce que j'ai pensé de cette séquence? C'est une séquence qui est très bien pour le spectateur parce que nous aussi on peut jouer, nous aussi on peut se dire est-ce qu'ils mentent pas, etc. Donc c'est cool, c'est assez ludique pour le spectateur. Après c'est vrai que je pense que ça aurait pu être mieux, peut-être pas forcément avec tous les candidats, je trouve que ça faisait beaucoup, et donc ça faisait beaucoup de têtes à regarder, on n'était pas super, enfin voilà, ça rendait l'exercice assez difficile, et donc l'exercice assez difficile de vraiment bien identifier ce qui se passe, etc. Ceci étant, c'est un exercice typique des traîtres où on fait semblant d'avoir menti ou de ne pas avoir menti, etc. Donc honnêtement, dans l'ambiance de l'émission, ça marchait très bien. C'était un bon moment, c'était sympa, et puis ça permettait de voir un peu tous les candidats, de voir un petit peu... Alors certes, comme je vous disais, il y en a certains, on va quasiment pas les entendre parler dans cette séquence. On va entendre parler que certains qui sont vraiment plus en avant que d'autres, mais d'autres, on les verra beaucoup moins. Et donc là, on nous présente Hugo André, alias Hugo Leboeuf, qui a décidé de cacher son lien de parenté avec Jade Leboeuf. Et j'en avais parlé dans le teasing, j'avais dit je ne sais pas trop le pourquoi du comment, c'est-à-dire en quoi ça va vraiment leur rendre le jeu plus facile ou moins facile. Eh bien, en les écoutant, je suis toujours pas convaincu, je maintiens, parce qu'il dit, en fait il fait quoi? Donc il est un expert en jeu, bon ça ok, bon ça pourquoi pas à la limite, mais Jade nous dit, je pense que ça va nous protéger de l'élimination, on peut imaginer, ou en tout cas je sais pas, ou des accusations peut-être, car les gens penseraient qu'ils sont traîtres, parce qu'ils sont ensemble. C'est vrai et pas vrai, parce qu'il n'y a pas tous les jours les binômes qui sont traîtres, alors là il va y avoir un des deux binômes, mais des fois il y a deux binômes dans la saison, ils sont pas toujours traîtres, donc bon, et puis ça ferait un peu redite, donc c'est pas toujours... Même d'ailleurs, ce serait difficile pour le programme. Si jamais à chaque fois qu'il y a un binôme, ils le mettent toujours un des deux traîtres. C'est, je trouve, un peu idiot, quand même.
on verra si ça va se produire cette saison. Spoiler, oui. Mais c'était intéressant. Et donc, bah, Jade, j'ai pas trop... Pour moi, je pense que... Peut-être que s'ils arrivaient ensemble, en révélant vraiment qu'ils sont de la même famille, ça aurait pas changé grand-chose. Et donc, en les écoutant, je n'ai pas vu la plus-value. Est-ce qu'ils pensent qu'ils auraient été plus ciblés? Bah, on le voit, là, Sophie Tapie et sa maman sont pas plus ciblés pour le départ. Donc, factuellement, même cette théorie ne fonctionne pas vraiment. Donc, ça marche pas très bien. Bref, je vais pas rentrer dans le détail, ça sert à rien. On verra si dans l'évolution, ça a vraiment un impact. Mais vu qu'ils en ont fait la com avant le début de la saison, comme si c'était un truc qui allait être intéressant, j'ai peur que ça ne le soit pas du tout. J'espère me tromper, mais j'ai peur que ce soit pas intéressant. Mais on verra, ça se trouve, ça sera super intéressant dans la suite. Notamment, comme je le disais, vu que lui, il va être amené à mentir. Pour moi, c'est même un handicap pour lui. Parce qu'il va mentir même sur sa propre identité. Alors déjà, quand tu es obligé de mentir, de base, ok. Mais là, il est obligé de mentir sur sa propre identité, donc ça veut dire que ça fait double mensonge à gérer, peut-être parfois. Bon, on verra. Est-ce qu'il fera une boulette quelque part? Est-ce que, voilà, on verra l'impact. Mais l'impact positif, en tout cas, pour les deux, je suis pas totalement convaincu pour ma part. On verra si c'est le cas par la suite. D'ailleurs, il y a aussi une autre remarque des gens qui ont dit, c'est est-ce que les gens ne pouvaient pas pourraient plus le savoir? Parce que bah, la famille Leboeuf est assez connue, peut-être qu'ils les voient arriver, ils font bah oui, vous êtes... Bon, c'est pas arrivé, il n'y a pas eu de remarques, ils ont peut-être coupé au montage, mais on l'a pas vu. Donc, il semblerait que personne ne soit au courant de ça, en tout cas sur le papier, c'est pas ce qu'on a vu. Et donc, à la fin, la team de Raquel Garrido reste aux oubliettes. Voilà, cette team-là, elle n'intègre pas le jeu, en tout cas pas immédiatement, elle l'intégrera plus tard. Il te dit pas, Eric, c'est pas croire qu'ils rentreront jamais, il te dit juste, voilà, vous allez rester toute la nuit ici. Donc on comprend bien, tout de suite je me suis dit, ok, le lendemain matin, ils intégreront le jeu, mais ça veut dire que, déjà, entre guillemets, c'est presque un avantage, hein, puisque tu intègres le jeu une nuit après, donc forcément, bah, t'as pas participé à la première nuit où les traîtres peuvent t'éliminer, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Donc tu gagnes une nuit gratos. Voilà. Quand tu sais par exemple qui va être éliminé dès le premier soir, tu te dis bah là, il valait peut-être mieux pour certains. On pense à notre ami Laurent, parce que c'est Laurent qui va être éliminé au premier soir. Bah, il aurait mieux fait de rester dans le donjon, si tu vois ce que je veux dire. Comme ça, pas de problème, il intègre le jeu un jour après, et il n'aurait pas été éliminé dès le premier soir. Bon, parce qu'il a été éliminé, le premier, voilà, a été éliminé très très vite. Voilà, bon. Et donc, ensuite, avec l'ensemble des candidats restants, ils se retrouvent autour de la table et c'est la sélection. Alors ce moment, il dure longtemps, mais moi je trouve ça très agréable. Je trouve ça magnifique, l'ambiance, l'atmosphère, Eric, Antoine, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment, je vais pas revenir là-dessus. Et là, il choisit Adil Rami. Il met sa main sur Adil Rami. Bon, je reviens d'abord sur Adil Rami. Moi, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'Adil Rami serait traître. Alors, me demandez pas, je pourrais pas vous dire, mais je sais pas, j'en avais même parlé dans le teasing, je disais Adil Rami, très cool, très machin, des trucs, je sais pas, mais je l'ai tellement vu souvent, je me suis dit, ils vont vouloir, parce que le mec a l'air hyper joueur, hyper cool, ils vont vouloir le mettre traître, et je sais pas pourquoi, me demandez pas, j'étais persuadé qu'Adil Rami serait traître. Et donc, quand je l'ai vu choisir Adil Rami, j'ai dit ok. Et puis, Eric Antoine continue de tourner, et là, il te dit, moi je l'ai compris comme ça, il te dit, vous ne saurez pas, vous allez voir comme Adil Rami, qui est le deuxième. C'est-à-dire, je l'ai compris comme ça, vous. Donc, le brain fuck total. Parce que là, il arrive, il te dit, quand Adil Rami va enlever son masque, vous aussi, vous allez découvrir la deuxième personne. Et là, vous le savez, je suis très fan de Fabien Olicard, j'en ai même parlé dans la vidéo de début de saison, avant de saison, entre guillemets. Ça a vachement orienté notre cerveau. Parce que là, on s'est dit, bah, il y a forcément une deuxième personne. Parce que tu sais, t'es là, tu regardes le truc, tu te dis, vous, tout comme Adil Rami, vous allez découvrir la deuxième personne. Donc t'es là, tu sais, t'es hyper curieux. En plus, c'est bien, ça te maintient super curieux. En plus, il te dit, il y a il te cite 4 noms. Alors, je sais plus qui l'avait mis exactement dans les 4. Je crois qu'il y avait les tapis, je crois. Il y avait peut-être d'autres personnes, je ne sais plus. Mais peu importe, en tout cas, il y avait des gens. Ok. Il avait fait une sélection de gens. Parce que des fois, il vient, il est proche de mettre sa main, et puis il te dit non, je le fais pas. Et donc, c'est un peu comme si en gros, il te disait non, ce sera pas eux. Non, ce sera pas eux, non, ce sera pas eux. Et il y en a sur qui on n'avait pas eu de projection. Bon. Et donc là, t'es presque orienté à te dire il va y avoir forcément quelqu'un. Et donc, moi aussi, tu sais, tu es comme ça, tu cherches sur ton écran, tu dis c'est qui? Et tu vois qu'il n'y a personne. Et Adil Rami comprend qu'il n'y a personne. Et donc, il n'y aura qu'un seul traître. Ils n'ont pas assumé ça. Ils n'ont pas assumé, ils n'ont pas mis qu'un seul traître. Ils ont derrière, après, il y a eu 2 traîtres supplémentaires dans la suite du jeu. C'est dommage,
Je pense que ça aurait été une idée géniale. On sait qu'il y a des mécaniques du jeu qui peuvent permettre après de choisir un traître par la suite, par exemple. Mais peut-être laisser au départ, au tout départ, un seul traître aurait pu être intéressant. Pour vraiment les mettre en danger. Pourquoi? Parce qu'ils auraient très bien pu partir du postulat en disant les traîtres gagnent toujours le jeu. Parce que jusqu'à maintenant, alors dans la version influenceur, ils n'ont pas gagné, mais en tout cas dans la version classique, ils ont toujours gagné. Donc, vous êtes trop fort, donc on n'en met qu'un seul. C'est un truc qu'ils auraient pu défendre. Et donc dire, bah, Adil Rami, tu te démerdes. Et puis finalement, dans le jeu, après 2 soirées, après, je sais pas, la première soirée et la première table ronde, derrière, hop, on sélectionne quelqu'un et qui intègre les traîtres. Pourquoi pas? Ou alors à ce moment-là, limite, tu faisais intégrer tous ceux qui étaient dans la crypte, là, tu les faisais intégrer après le 2e soir, et tu choisissais un traître parmi ceux qui sont de la crypte. Ce qui, au pareil, aurait rendu la tâche des traîtres difficile parce qu'on aurait su que parmi les 5, il y a forcément un traître. Voilà, ou j'en sais rien. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais bon, on peut, en tout cas, on peut organiser des règles comme ça pour nous surprendre, pour nous amener à affiner notre enquête, etc., etc. Et pour que les gens puissent essayer de trouver les traîtres en question, évidemment. Parenthèse refermée. Je trouve que Adil Rami est un excellent choix, et donc là, le fait qu'il se retrouve tout seul, c'est quelque chose qui, tout de suite, ils nous l'ont cassé, parce qu'après, là, il se retrouve dans une pièce, et là, Eric Antoine appelle au téléphone, et il dit, je vais choisir au téléphone, à la vue de tous, une 2e personne. Alors, il dit pas une 2e personne, d'ailleurs, il dit un nouveau traître. Voilà, on sait pas. Donc, est-ce que c'est le 3e? Est-ce que ça pourrait être un 4e traître? Enfin, tu vois, on n'a pas le nombre total qu'il en a pris au premier passage, donc on peut pas savoir. Il y a que Adil Rami qui sait. Et là, appelle et tout le monde vient au téléphone pour venir récupérer l'information. Alors, bon, pas mal de choses. Chacun va avoir, des fois en fait, Eric Antoine, il va leur dire des phrases, en gros des phrases mystérieuses, presque un peu à la Secret Story. Attention, pas de comparaison avec les programmes, mais juste, je sais pas, tu vois, des morales, ils avaient des phrases un peu comme ça parfois. Voilà, attention, la fin justifie les moyens, c'est genre... D'accord, qu'est-ce que j'en fais de cette phrase? Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai pas noté les phrases exactes, mais c'était des phrases un peu nébuleuses, ou parfois il y avait des questions. Voilà. Et alors là, incroyable. Il y a Eric Antoine qui, à un moment, il s'adresse à Alizé Cornet, chose de tennis. Et par téléphone, devant tout le monde, il lui dit, non, il lui dit pas comme ça, il lui dit, tu vas devenir traître, ou je sais plus quoi, enfin en tout cas il tourne la phrase d'une certaine manière qui fait que je n'ai pas compris au tout départ que c'était une question. Moi j'ai cru que c'était une affirmation et qu'il lui affirmait qu'elle était traître, qu'elle allait devenir traître, alors qu'en fait pas du tout. C'était juste une question, parce qu'après il lui dit bah stop, terminé, au revoir, machin. Mais moi je sais pas pourquoi, pendant 2 secondes j'ai dit tiens il a choisi Alizé Cornet. Parce que la formulation de la phrase était, je sais pas, elle était étrange au point que je me suis dit mais il est en train de lui dire qu'elle devient traître. Alors qu'en fait non, il faudra attendre plus loin. On va avoir à ce moment-là Anthony Colette qu'on va avoir très peu dans le programme. Alors d'ailleurs je sais, je pense pas qu'il va regarder cette vidéo, mais peut-être, on n'en sait rien. Il a regardé la vidéo teasing de début de saison, mais donc cette vidéo, lui-même a dit, il n'y a pas énormément d'informations. Alors pour lui tout seul, évidemment, il a rien appris puisque lui il a fait le jeu. Et sur sa communauté, s'il leur a tout dit sur le jeu, évidemment, ils vont rien apprendre. Mais peut-être qu'il regardera cette vidéo, en tout cas sinon ça fait très Inception, mais s'il regarde cette vidéo sur sa chaîne Twitch, en tout cas je le remercie évidemment de l'intérêt qu'il a montré à la chaîne, voilà, il a été très sympa, etc., un peu critique, etc., mais ça me va, moi c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Et il a eu peur que je le dérouille, je ne sais quoi. Là par exemple, Anthony Colette c'est un candidat qu'on voit assez peu, mais le peu qu'on voit il a l'air intéressant, il a l'air impliqué, etc., donc on verra par la suite, mais c'est vrai que sur ce premier épisode, il n'a pas été particulièrement mis en lumière, on verra par la suite. C'est pour ça que je citais tout à l'heure que je prendrais des cas voilà, comme ça. Si sa commu, tu vois, était super enthousiaste de le voir dans le programme, je pense qu'ils ont dû se dire « Ah, on le voit un peu moins ». Ça veut pas dire peut-être que justement il va loin et que donc il aura plein de séquences par la suite et que ça rattrapera le coup. Ça c'est possible aussi. Ceci étant, ça se vérifiera pas pour un autre, croyez-moi. Il y en a un, on l'a pas vu et on l'a pas vu. Bref. On a peut-être un suspense avec Liane Folly ou le pasteur. C'est-à-dire que là, il y a un trou de téléphone et on te coupe le son. Et t'as juste Liane Folly avec sa tête et le pasteur avec sa tête. Et tu dois te dire, et là pareil, des formations professionnelles. On te dit, regardez leur tête et regardez, est-ce qu'il y en a un, et d'ailleurs ça peut être dit comme ça, c'est je vais en choisir peut-être un qui est traître, tu vois. Et donc tu te dis, c'est forcément l'un ou l'autre.
finalement, aucun des deux. Aucun des deux. Et donc moi, c'est pareil, tu vois, ça oriente vachement ton cerveau parce que ton cerveau, il est là, il regarde le truc et il se dit, ah, il y a forcément une des deux traites, donc tu regardes, tu regardes tout, tu te dis, c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est... Et en fait, pas du tout. Et donc je trouve qu'Éric Antoine a particulièrement bien manœuvré pour nous brainfuck un peu comme ça. C'est-à-dire que des fois, t'avais l'impression qu'il allait nous teaser quelque chose qui en fait au final n'avait pas lieu, mais c'était pas grave parce que c'était intéressant de se retrouver presque pris à contre-pied. Moi, ça me plaisait bien. Donc au final, vous l'avez compris, aucun des deux. Alors, je parlais d'Anthony Colette à ce moment-là, et donc là, Anthony Colette à ce moment-là, plus ou moins, il nous balance qu'il fera pas confiance à Francis Huster parce qu'il est comédien et donc il sait particulièrement bien jouer toutes les émotions. Et je vais le dire, je trouve que Francis Huster, que ça soit dans les magnétos qu'on a, vous savez, dans la zone d'interview, ou alors même dans le programme lui-même, je trouve qu'il est très investi, il est déterminé. Lui, c'est le plus déterminé à vouloir choper les traites. D'ailleurs, c'est un des seuls qui veut pas devenir loyal, qui veut pas devenir traître, excusez-moi, qui veut rester loyal, et qui a envie que les traîtres gagnent. Une attitude qu'on avait déjà eue, vous vous souvenez, l'année dernière, avec le retour d'une ancienne candidate, et qui était revenue vraiment dans ce mindset de, alors qu'on lui avait proposé de devenir potentiellement traître, mais elle avait dit, non, moi je suis là pour faire tomber les traîtres, je suis là uniquement pour ça, et c'est mon seul objectif. Bref. Et lui, il est vraiment dans ce mood-là. Est-ce qu'Éric Antoine aurait dû le choisir comme traître et faire un contre-pied et que comme ça il n'aurait pas pu amener sa stratégie? Je pense que c'est une erreur. Il vaut mieux, lui il était vraiment déter à devenir un bon loyal, et dans ce cas-là je pense qu'il fallait lui faire confiance et se dire allez, on le met loyal et ça payera. Je sais pas s'il va être le meilleur enquêteur puisqu'on a vu que ses premiers instincts étaient pas bons, mais je trouve qu'en termes juste de ce qu'il dégage à l'écran, c'est vraiment passionnant. Je trouve qu'il a un charisme de fou quoi. Et donc là, on réduit à nouveau l'assiette et on te dit peut-être que ça sera Seth Gecko, peut-être que ça sera Sophie Tapie, ou peut-être que ça sera Dominique Tapie, clairement de Sophie Tapie. Et il y a le coup de fil, et Dominique Tapie, elle a donc une discussion avec Éric Antoine, et elle décide de ne rien dire après. Alors, les candidats n'ont pas compris. Nous non plus, parce qu'on comprend pas ce qu'elle nous explique pas. Rien à foutre, hein. Rien à foutre. Elle nous explique pas. Elle nous dit même pas, elle dit je ne dis rien. Et puis après, tu sais, t'as la partie en facecam, tu peux nous dire à nous, Grouillot, pourquoi. Mais là, non, elle nous explique même pas. On n'a même pas le plan de coupe pour nous expliquer. Et donc, on comprend pas. Et j'ai dit, mais c'est con comme stratégie, parce que là, tu dis, je peux pas vous dire. Moi, tout de suite, vous me demandez le lendemain, même si Dominique Tapie n'était pas traître, mais j'aurais voté Dominique Tapie, sans hésiter. Dominique Tapie, elle te cache une info. Quelle info elle devrait te cacher? La seule info qu'il y a dans les appels de Éric Antoine, c'est traître ou pas traître. Je sais pas, mais je serais arrivé à la table, mais croyez-moi, je l'aurais mitraillé là-dessus, et j'aurais convaincu l'intégralité de la table. Je me serais planté, mais évidemment, mais c'est pas grave. En plus, j'avais l'argument, le fameux argument que j'ai choisi tout à l'heure, c'est dans les couples, dans les binômes, etc., ils en prennent souvent un. Donc je pense que c'est Dominique, qui a été choisi par Éric Antoine au téléphone. Je trouve ça trop bizarre qu'elle nous ait pas répondu, etc. Hop, peut-être que ça reviendra sur la table plus tard. Parce que je pense que Sophie Tapie devrait s'en servir par la suite. Elle aurait bien intérêt de s'en sortir. Et d'éliminer sa propre mère, parce que c'est ce qui marche le mieux pour s'innocenter quand on est potentiellement traître, c'est d'éliminer la personne qui était venue avec soi. Je pense que c'est un excellent choix, surtout si tu as des raisons de suspicion. Si t'en as pas forcément, ok, mais si tu as des raisons de suspicion, là il faut s'engouffrer dans la brèche et la faire sortir. Mais bon, c'est pas ce qui va se produire, puisque c'est pas du tout là-dessus qu'ils vont aller. Bon. Et on a la fin de l'épisode. Adil Rami qui descend dans la salle, il y a Éric Antoine qui l'attend, il est tout seul et il dit Éric, la deuxième personne qui va être traître va venir te rejoindre, et la première partie de l'épisode va se terminer là-dessus avec un peu un suspense, et puis on va voir la publicité qui va nous révéler qui est le deuxième traître. Et donc là, en descendant dans la pièce, on voit arriver la personne, j'arrivais pas trop à déterminer qui c'était, des fois tu sais, j'avais fait des suppositions en disant elle est grande, petite, etc. Mais là, ça va assez vite, on n'a pas vraiment le temps de se projeter. Et c'est Sophie Tapie. C'est Sophie Tapie qui l'a choisi. Sophie Tapie qui était, on l'avait vu dans l'interview avec Éric, qui voulait absolument être traître. Ah, elle en avait grave envie, elle voulait être traître. Alors elle a utilisé un argument que personne n'a compris sur internet, mais bon, c'est vu que je suis enceinte jusqu'au cou, ça sera un atout. Je vois pas trop le rapport entre ces deux informations, mais si elle le voit, peut-être que je sais pas, genre quand elle va t'accuser, elle va faire ah, j'ai des contractions. T'imagines le truc bizarre, c'est ah, on m'accuse, ah, j'ai des contractions. La comédienne est l'arté, tu sais. Bon, à mon avis, ce sera pas le cas. Bon, en tout cas,
Là, ils vont discuter un petit peu, pas longtemps, et ils vont dire, bah, il faut qu'on élimine quelqu'un, et là, plan de coupe, on n'a pas l'info, et on aura l'info seulement après le petit déjeuner. Au petit déjeuner, tout le monde débarque plus ou moins, au fur et à mesure. Je ne savais pas du tout qu'ils allaient éliminer, parce que là, c'est le début du jeu, et bah, c'est vrai que la bonne astuce, c'est d'éliminer quelqu'un où on se dit, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un loyal. Mais c'est vrai que, je sais pas moi. Et donc, je pensais pas du tout qu'ils allaient éliminer Laurent. Alors Laurent, on l'a quasiment pas vu, on l'a juste vu dans un moment, un tout petit plan de coupe, où il sort une carte de policier, on va dire, voilà, pour dire qu'il est enquêteur, voilà, bon, ok. C'est quand même, ça fait moins parler, enfin ça fait moins référence, je trouve, que Francis Huster qui te dit, moi j'ai joué dans des séries et des films dans lesquels je joue des enquêteurs, notamment il y a une des sagas de l'été dans lequel il jouait un enquêteur, je me souviens dans les années 2000, qui était vraiment génial, je sais plus comment ça s'appelait, c'était Dolmen, un truc comme ça, non je sais plus, bon, vous corrigerez dans les commentaires si vous l'avez, mais voilà, et à l'époque j'avais regardé ça, je me souviens, c'était une des premières grosses sagas de l'été, je me souviens. Mais c'est peut-être pas le nom, hein, mais je sais qu'il y avait une saga comme ça qui s'appelait un truc comme ça. Bon, et il était dedans. Et il jouait un enquêteur. Et donc, on arrive le matin, et là, on découvre que c'est Laurent le banni. Et Laurent le banni, donc Laurent de Koh-Lanta qui, on peut se dire, je rappelle quand même que Clémence de Koh-Lanta a gagné le jeu des traîtres en étant choisi comme traître. C'est quand même un jeu dans lequel il y a beaucoup de stratégie, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de trucs. Donc ça peut être quand même quelqu'un qui peut être choisi. Donc moi, j'aurais pas éliminé Laurent. C'est-à-dire que pour moi, Laurent était quelqu'un qu'on pouvait raisonnablement prendre comme traître. J'aurais peut-être choisi quelqu'un d'autre. Alors, qui j'aurais choisi? Alors, je ne sais pas. Comme ça sur le papier. Je pense que, vu qu'ils n'ont pas choisi le pasteur, et j'ai déjà mis en doute en me disant, est-ce que le pasteur peut vraiment mentir correctement? Bah peut-être que le pasteur sera quelqu'un sur lequel ils vont particulièrement le croire et ne pas avoir de doute sur lui. Et donc dans ce cas-là, peut-être l'éliminer tout de suite. Comme ça, hop, ça résout, ça enlève une partie de l'équation. Je ne savais pas, je me suis dit tiens, peut-être aussi il y a des candidats qu'on n'a tellement pas vus, peut-être les éliminer, peut-être. Bah, Liane Folly par exemple, on l'avait quasiment pas vu. Donc, enfin nous en tout cas à l'écran. Donc tu te dis bah ils auraient pu éliminer Liane Folly, etc. Mais je me suis dit l'inverse aussi. C'est peut-être qu'ils l'ont montré vachement au début. Ils ont montré plein de gens pour que bah cette personne s'en va. Et donc je me suis dit bah c'est peut-être Anthony Colette qui part parce que bah on l'avait quand même un peu plus vu que les autres par exemple, un petit peu plus. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Il y en a d'autres qu'on avait quasiment pas vu. Et bah alors celui qu'on avait quasiment pas vu c'est Laurent. Et donc Laurent, pour moi, je ne m'imaginais pas du tout. Déjà pour les raisons qu'il a fait Koh-Lanta, mais en plus parce que Laurent, je me disais c'est pas possible, on l'a quasiment pas vu. Et donc là il part, et alors il a déclaré en interview, il a dit bah j'ai pas l'impression d'avoir fait les traîtres. Il dit bah en fait j'ai fait une nuit et j'ai été éliminé. J'ai même pas pu jouer vraiment. C'est sûr que c'est terrible, l'élimination arrive très tôt dans le jeu. Je me suis posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord avoir quand même un tour de table et après l'élimination par les traîtres pour que quand même tout le monde, au moins une fois, puisse participer à la table. Je pense que ça serait quand même bien. Mais bon, c'est le jeu, il est aussi cruel que ce qu'il peut être et j'ai envie de dire les traîtres, c'est pas un jeu bienveillant, c'est pas un jeu qui a vocation à être sympathique, mais c'est vrai que c'est un peu triste parce que c'est sûr, hein, voilà, t'avais envie de faire ça et au final t'y as pas vraiment joué, t'as même pas mené une enquête, t'as rien foutu, voilà. Je peux reconnaître que c'est quand même assez agaçant. En tout cas de mon point de vue, je peux comprendre. Bon, donc on sent que Laurent est dégoûté, on le voit à l'image qu'il est dégoûté, on le serait tous, hein, on fait aimer les premiers jours, on le ferait tous, hein. Mais voilà, c'est très triste pour lui. C'est dommage parce que je pense que c'était une bonne personnalité de la saison quand même. Mais voilà, bon, il s'en va. Moi, j'ai compris le raisonnement en tout cas. Parce qu'après, on a le raisonnement. Comme je disais tout à l'heure, ils l'ont coupé, mais après, on l'a eu. C'est Laurent, personne n'a des doutes sur lui. Factuellement, c'est vrai qu'on n'a pas vu de gens évoquer la piste Laurent potentiellement. Donc, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. Je peux même pas leur dire que c'est un mauvais choix. C'est un très bon choix. Laurent s'en va. Les traîtres, pour le moment, jouent bien. Ensuite, on apprend que les 5 candidats, donc il y avait 5, parce que j'ai bien noté, qui étaient coincés aux oubliettes, intègrent le jeu ce matin-là au petit déjeuner. Et on découvre qu'il y a un traître parmi eux. Mais ça, comme je le disais tout à l'heure, ils auraient pu le jouer dans le sens de on ne sait pas s'il y a un traître parmi eux. Là, on a l'info. En fait, il y a des boîtes avec à l'intérieur je suis loyal ou je suis traître. Et ils doivent regarder leur papier où c'est écrit cette information et dire quand même je suis loyal. Et donc ils vont chacun passer à leur tour. C'est donc l'influenceur Log5 qui est traître.
voilà. Et quand il va arriver son tour de dire je suis loyal, il va un peu écorcher. Genre, il va dire je suis loyal. Enfin voilà, ça sort pas fluide. Attention, voilà. Après, c'est vrai que là, je me dis, dans cette séquence-là, par exemple, tu vas répéter ta phrase, tu la répètes, et puis elle sort. C'est vrai que c'est dangereux, parce que quand tu répètes une phrase par cœur, c'est souvent là que t'accroches. C'est moins le cas quand tu parles comme ça en impro, c'est plutôt dès que tu vas répéter par cœur. Et là, on voit qu'il se convainc et dit, de toute façon je vais dire peu importe, mais je pense qu'il aurait dit pareil, je pense d'ailleurs qu'il aurait accroché pareil si c'était écrit je suis loyal en fait. Mais voilà, il a tellement bien répété que je pense que ça l'a bloqué. Ceci étant, bah, c'est vrai que ça peut se créer une suspicion et on sait jamais. Dans les traites, tu sais, des fois il en faut pas beaucoup pour te retrouver au pilori. Bon, ça n'aura pas d'énormes conséquences. Et deuxième remarque, ce passage-là n'a pas été vu par l'ensemble des candidats, c'est-à-dire que c'était vu que par les candidats qui étaient autour de la table. Information qui peut être importante pour la suite parce que, par exemple, Log5 aurait pu mentir en disant non, ça n'a pas eu lieu, et puis après il relance la balle sur les autres, mais les autres se mettent bien d'accord que ça a bien eu lieu. Tu vois, il n'aurait pas fallu, je pense, mentir sur ce point. Il vaut mieux dire oui, c'est arrivé, mais je m'excuse, voilà. Je trouve qu'il l'a bien joué, d'ailleurs dans la voiture, il l'a dit, j'ai tellement répété la phrase que quand elle est sortie, j'ai un peu accroché, mais bon, voilà, je le dis, voilà. Bon. Il a l'air, je trouve que c'est qu'on a l'impression qu'on peut avoir confiance en lui, il a l'air plutôt sympa, plutôt machin. Faut s'en méfier évidemment, comme la peste dans le jeu Les Traîtres, faut se méfier des apparences, comme je citais un jeu tout à l'heure. Le système des boîtes, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était sympa. Ça s'est pas trop éternisé. C'est sûr que la mise en scène est quand même moins sympa que Eric Antoine qui met sa main, qui l'enlève et tout. Enfin, je trouve qu'il y a plus de suspense et tout, c'était plus sympa. Bon, mais c'est pas grave, ça change un peu, ça fait un peu de variété. Donc on aura bien 3 traîtres cette saison. Sophie Tapi, Adil Rami et Log5. Bon. Sélection des traîtres plutôt pas mal. Je pense qu'Adil Rami peut faire des ravages sur cette saison. Parce que je pense qu'ils vont avoir du mal peut-être à le choper. Peut-être que la semaine prochaine ils vont le choper et je me serais trompé. Bon. Et là, donc on se lance dans une épreuve où ils vont dans un théâtre dans lequel ils doivent, en gros, il y a une personne qui a un mauvais objet ou une mauvaise chose, etc. Les autres ont tous une chose normale et il faut identifier celui qui ment. Et si jamais vous trouvez, dans ce cas-là, toutes les personnes autres que la personne qui avait menti, en tout cas qui était dans le mensonge, va accéder donc au coffre pour récupérer potentiellement donc l'immunité. Ou alors, c'est la personne qui avait menti et qui a réussi à vous persuader qui va directement chercher la clé d'immunité. Alors, j'ai trouvé que c'était des super idées. Moi, j'adore ce type d'éléments parce que là, c'est pareil, c'est hyper ludique, c'est hyper marrant. Alors au départ, donc c'est en fait, il y a une statue qui est plus lourde que les autres. Donc à ce moment-là, on voit que c'est Terence qui perd en premier et Adil Rami, il fait croire qu'il a du lourd. Tu vois, il le fait croire qu'il a du lourd. Et bah, j'ai trouvé que c'était un peu bête parce que bah, ça se sous-entend qu'il pourrait être traître alors qu'il n'y a pas de suspicion sur lui, donc attention, etc. Le mood est peut-être pas excellent. Et après Adil Rami démontre ce que je viens de vous dire, juste après, c'est 10 secondes après, j'avais à peine écrit ça, j'ai écrit ça, boum. Il me dit, en fait, je veux faire croire que je suis bête. Bon, bah, donc ça va, c'est cohérent avec ce que j'ai écrit. Ce qu'il te dit, en fait, j'arrive, je dis, oh, mais j'avais pas compris la règle, moi je pensais qu'on était là, enfin, c'est ça pour m'amuser, quoi. Et il dit, moi je veux qu'on me prenne pour un teubé. Il utilise des clichés en disant, les footballeurs de toute façon sont tous débiles, donc c'est pas difficile à faire croire. Il le pense pas, hein, mais il le dit comme ça, d'accord? Il le pense pas. Mais il dit, voilà, comme ça, vu qu'on dit qu'on est tous débiles, eh ben, je vais prouver vraiment que je suis, mais alors débile à manger du foin. Et comme ça, bah, il y aura pas de suspicion sur moi. Est-ce que ce choix va payer? Ben, on peut le dire au soir du conseil, enfin en tout cas de la table ronde, il n'y aura aucun vote contre Adil Rami. Cette stratégie a donc été pour le moment payante, de mon point de vue. Et c'est vrai qu'il a ce côté fun, Adil Rami, tu vois. Il est fun, il a le sourire, ça se voit qu'il a envie de kiffer, il a envie de profiter, etc., etc. Faut pas que je pense qu'il devienne un Jean Lassalle, pas exagéré, tu vois, parce que je pense que ce serait pas cohérent. Mais là, au final, ça se défendait, et au final, le résultat était là. Donc, bravo à lui. Pour moi, ça me semblait pas si évident. Ensuite, il y a un piment à manger, et donc, il y en a un qui a un énorme piment et un autre qui a, c'est rien de pimenté. Bon, bah là, Nicolas, donc l'humoriste, lui, il peut pas faire illusion, hein, parce que dès qu'il commence à manger, on voit tout de suite sur sa tête, c'est je vais crever. Donc bon, bah, voilà, pas de suspense. Ensuite, il y a les lunettes déformantes, donc en gros, il y en a plein qui ne voient rien.
rien de flou, enfin si, ils voient flou, pardon, excusez-moi, et il y en a un qui voit bien net, et donc ils doivent faire semblant, etc., etc. Eh bien, notre ami, donc le pasteur, pardon, donc Cospiel, l'emporte, et il arrive à duper tout le monde, mais ce passage-là a vachement été expédié au montage. Dommage. Parce que bah, j'aurais peut-être aimé voir un peu comment il le fait vraiment jouer, pour voir comment il ment vraiment. Au montage, voilà, ça a été particulièrement expédié, c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, donc, il y a eu la technique de la chaise chaude, avec Liane Folly, qui semble particulièrement gênée, entre guillemets, par la chaise, et qui donc joue sur la chaise, ah, peut-être qu'elle est chaude, etc. Et donc, ben, ils se disent, bah, c'est elle, quoi. Elle n'arrive pas à faire semblant, un peu comme l'épisode d'avant avec le piment. Et en fait, bah pas du tout, elle vous a brainfuck, c'est une comédienne, et en fait en réalité, la chaise n'est pas du tout chaude, et c'était Seth Gecko, qui lui n'a pas bougé d'un poil, le mec pas bougé, et c'était sa chienne qui était particulièrement chaude. Pareil, on peut s'interroger sur cette stratégie, parce que Liane Folly, bah il n'y avait pas vraiment d'accusation sur elle à ce moment-là du jeu, bah là, elle ment, on sait pas pourquoi, voilà, mais bon, les traites, de toute façon, ça repose sur pas grand-chose parfois. C'est vraiment un jeu qui, voilà, il n'y a pas vraiment de piste, tu avances un peu à tâtons. C'est peut-être la seule critique avec le jeu, hein, c'est qu'il y a un peu de pifomètre quand même. Tu sais, même ceux qui te disent que j'ai vraiment de l'instinct, il y a un peu de pifomètre quand même. Mais souvent, ce qu'il faut plutôt s'interroger, c'est pourquoi on te désoriente de ces décisions. C'est-à-dire que si jamais tu trouves vraiment un trait sur qui tu veux jouer, et s'il y a un autre trait qui t'en décourage, c'est là qu'il faut plutôt s'intéresser. Je pense que là, il faut faire hop, alarme, se dire tiens, il veut pas que je vote pour lui, pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie raison? S'il n'y a pas de vraie raison, si tu commences à creuser et que tu vois qu'il n'y a pas de vraie raison pour laquelle je ne veux pas voter pour lui, tu te dis ah, c'est que bizarrement ils sont en train de se protéger. Pourquoi? Et voilà. Et là, tu peux peut-être vraiment travailler là-dessus. Et ça veut dire que la personne à qui tu t'adresses, peut-être que c'est une personne qui est vraiment un traître et pas un loyal. Mais ça, on verra si ça se produit dans la saison. Bon. Et là, il y a le moment agacement. Ah, le moment qui m'a agacé parce que bah j'ai dit mais pourquoi? Alors, vous le savez, je l'ai dit même dans la pré-saison, j'ai dit Yohan Ryu, moi, c'est quelqu'un que j'adore, il est souvent dans les programmes d'M6, je l'aime beaucoup, etc., il n'y a pas de problème. Et là, je le vois, oh là là. Alors, je pensais qu'on avait touché le fond l'année dernière avec Crazy Sally qui nous avait fait une crise de conscience, le mensonge, tout ça, il nous avait fait une crise de conscience, vous vous en souvenez, la panique. Ah bah lui, il a fait encore mieux, c'est que lui, il te dit, moi, je suis là pour créer des problèmes à personne. Je suis pas là pour mentir, je suis pas là pour... Donc, Yohan Ryu, soyons très clairs, les traîtres, il faut le virer, mais tout de suite. Mais genre, là, ce soir. C'est-à-dire que le lendemain matin, il doit pas être là, Yohan. Yohan, dehors. Désolé, Yohan, tu ne joues pas bien. Dehors. Dehors. En fait, il veut pas voter contre quelqu'un parce que si ça lui fait de la peine et je sais pas quoi. Oh là là. Il te dit même, moi je vais voter le pasteur, comme ça, il va pas m'en vouloir. Qu'est-ce que je dise? Bon, oui. Donc il sert à rien. Ça veut dire qu'il va mener probablement aucune... Alors peut-être que je vais me tromper. Dans les 2 semaines qui viennent, on va se rendre compte qu'il y en a ou... Mais là... Oh là là, la mauvaise pioche quoi. Ah bah ouais, pourtant je l'aime bien. Hein. C'est pas une critique contre la personne, je l'adore. Je l'adore sur la chaîne de l'équipe. Je sais que c'est quelqu'un de super, etc. Mais là quand je l'ai vu dans le programme, j'ai dit... Il a pas compris. Il a pas compris pourquoi il est venu. Heureusement qu'ils l'ont pas choisi comme traître. Oh là 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 là, mais touchons du bois. Heureusement. Parce que t'as l'impression qu'il sait même pas pour quel jeu il s'est inscrit, quoi. C'est terrible. Donc moi, j'étais pas énervé, pas exagéré. Mais quand j'ai vu la séquence, j'ai dit, oh là là, ça va être... je sais pas. C'est pas le genre de profil qu'on doit avoir dans l'émission, quoi. Je suis désolé. Hein. Mais bon... Et donc au final, on va revenir autour de la table cette fois-ci pour éliminer donc quelqu'un. Donc bon, on apprend autour de la table, en mode flashback, parce que je comprends pas pourquoi ils l'ont monté comme ça, mais c'est pas grave, que Terence, il a fait pas mal de manigances, et il est allé voir tout le monde, et notamment pour lui, Adeline est traître. Et il va la voir un peu comme avait fait Hugo Manos l'année dernière sur Laurent Ruquier en lui disant je sais que t'es traître et tu vas me choisir comme traître. À un moment où tu pourras choisir quelqu'un comme traître, tu vas me choisir comme traître. Sauf qu'Hugo, c'était déjà il était tombé juste, ce qui était une vraie prise de risque, mais il était tombé juste. Et en plus, il connaît Laurent. Il connaît Laurent. Là, il y est allé, mais alors, bâti mon pote, paf, il y est allé, mais tout feu tout flamme, il se dit ouais, je vais aller comme ça, et sauf que bah, pas de bol, aucune des 2 personnes qu'il a choisies n'est traître. De mémoire, hein. Parce qu'il avait choisi une 2e personne, je sais même plus qui c'est.
Je sais plus qui c'est, je sais plus qui l'avait choisi. Rose, je crois, c'est ça, Rose. Bon, mais j'étais là tout le long, j'ai dit il s'est trompé. Et donc là, bah, il se jette tout seul dans la piscine, quoi. Et donc, bah, ça tue le suspense de cette table ronde. Et en fait, cette information, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. C'est que ils la mettent pas au départ parce que peut-être que ça aurait complètement tué la table, parce qu'on aurait su tout de suite vers où ça va. Et donc là, ils nous le sortent à la fin. Et là, on comprend que cet argument, bah, c'est le meilleur argument que retour de la table de toute façon. Hein. Alors, il y a quand même beaucoup d'indécisions. Hein. Il y a des gens qui vont, il y a 2 votes contre Adeline, un vote contre Dominique, un vote contre Rose, un vote contre Sophie, un vote contre Nicolas, 3 votes contre Liane Folly par rapport à ce qui s'est passé pendant l'épreuve, un vote contre Cospiel, on sait qui c'est Yohan Ryu, et 6 votes contre Terence, et c'est Terence qui s'en va, et il te dit, bah, évidemment, je suis pas traître, évidemment, bon, ok. Mais, voilà, je pense que ça a été une très mauvaise façon de jouer, parce que là, où Hugo pouvait vraiment, parce que lui était vraiment persuadé, mais c'est pareil, hein, il aurait pu se tromper, mais là il était persuadé, et il était persuadé que Laurent, pour lui c'était vraiment un argument majeur sur Laurent, et même d'ailleurs il avait mis dans la balance en disant, si jamais tu me choisis pas, bah, Laurent en gros, derrière je te fais tomber quoi, parce que voilà, là j'ai rien dit, parce que je veux être traître, enfin voilà, il l'avait bien amené, mais là, c'est amené beaucoup moins bien, et puis surtout il a pas de chance parce que ils sont pas du tout traites, donc ça tombe à l'eau et puis c'est fini quoi. Et donc bah, il est éliminé. C'est dommage parce que ça a un peu tué la dernière table. Bon, c'est pas grave, mais ça l'a un peu tué. C'est-à-dire que dès que cette information est tombée, ça l'a un peu... Le mur est tombé quoi. Bon, il s'en va, c'est pas si grave, mais voilà. Et donc l'épisode se termine avec Log5 qui rejoint les 2 autres traîtres, pardon, excusez-moi, et donc on a le trio de traîtres et qui vont devoir donc bannir quelqu'un pendant la nuit, et ça se termine là-dessus évidemment sur du teasing. Bref, voilà, l'épisode était très bien, on a passé un bon moment, moi je l'ai pas vu passer, etc. Juste pour parler de l'épisode d'après, donc le petit tour de la table. Ils ont refait ce que moi je regrette, c'est-à-dire que chaque année, ils te montrent des images qu'on n'a pas vues, ça c'est très bien, mais ils te montrent aussi des images de l'épisode suivant. Et moi, j'aimerais pas qu'on me montre des images de l'épisode suivant. Alors moi, j'ai dû aller me coucher parce que le lendemain matin, je me levais très tôt, donc j'ai pas rattrapé la totalité de l'épisode, mais je l'ai vu tout de suite dans la présentation du générique, qui te explique qu'est-ce que ça va être le talk show, etc. Juju Fitcat est toujours très bien. Ils lui ont mis Hugo Manos, je suis pas sûr que c'était nécessaire. Pour moi, Juju, elle était très très bien toute seule, elle arrivait bien à le gérer, mais bon, peu importe. Et ça discute, j'ai regardé un peu le début parce que voilà, je me suis pas couché immédiatement, donc j'ai regardé un peu le départ. Et donc dans le teasing de ce qu'on a vu, on a vu que la semaine prochaine, il y allait avoir pas mal de tensions entre les traîtres. C'est-à-dire que pour des raisons qu'on comprend pas encore au moment M, mais qu'on verra peut-être par la suite, notamment Sophie Tapi, n'aime pas du tout Log5. Mais pas du tout. Et Adil Rami, bon lui il a l'air plutôt neutre, mais à lui aussi pas trop comprendre comment ça joue. Et donc il y aurait de la tension entre les traîtres. Donc on va voir, je sais que dans le teasing de la saison, ils avaient parlé de trahison de traîtres, alors on va voir, est-ce que ça va avoir lieu, est-ce que c'est ça qu'on nous teasait. En tout cas c'est intéressant, parce qu'effectivement si les traîtres ne sont pas unis, eh ben, évidemment ça peut rendre le travail des loyales peut-être plus simple, ou alors le rendre plus dur, parce que si les traîtres commencent à jouer comme des loyaux, c'est ce que je veux dire, ça rend évidemment la tâche encore plus dure. Donc on va voir qu'est-ce que... On verra ce qu'a fait comme erreur Log5 la semaine prochaine. Enfin, est-ce qu'il a fait une erreur ou pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça la semaine prochaine. Dernière remarque avant de vous quitter. Je trouve que le programme reste toujours autant de qualité, les candidats sont intéressants, beaucoup de candidats, donc il y en a plein qu'on n'a pas vu, et on verra ça par la suite, c'est pas si grave. Mais par exemple, Jade Leboeuf, par exemple, on l'a pas vu. Hugo, dont on te faisait un teasing pour te dire, oh, vous allez voir, on les a pas vus. Voilà, il y en a plein qu'on n'a pas vu, donc c'est pas grave. Ils auront peut-être le temps par la suite de se montrer, mais là pour le moment, 20 candidats, on peut pas tous les voir. Donc c'est pas si grave, mais c'est vrai que pour Laurent, c'est très triste parce que lui, c'est vrai qu'on l'a vraiment pas vu. Il est vraiment passé en coup de vent. C'est comme ça. On verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Je serai là évidemment pour vous en faire les reviews. On verra qui va se révéler comme enquêteur, particulièrement agressif, particulièrement à l'investigation. Spoiler, à mon avis, ça va pas être Yohan Ryu. Et je pense que Yohan Ryu, s'il n'est pas éliminé ce soir, si les trois là, ils n'ont pas éliminé Yohan Ryu, ça n'a pas de sens. Il faut éliminer Yohan Ryu. Il joue pas, il joue mal. Il faut l'éliminer, d'accord? Personne ne croira que c'est un traître. Il est pas bon. Faut l'éliminer tout de suite, maintenant. Même réflexion que Laurent, d'accord? Et avec tout le respect qu'on a pour Yohan Ryu, tout le respect, toute l'amitié. C'est vraiment, hein, je le dis en tant qu'amitié et en tant qu'ami. J'étais atterré, j'étais là, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu. Oh, va bon.
Donc voilà, Johan, désolé, mais si demain matin t'es pas dans l'émission, enfin demain matin je me comprends, mais en tout cas si à l'épisode suivant t'es pas au départ de l'émission, c'est normal, hein. C'est normal. C'est normal. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.